Bonjour à toutes et à tous, c'est Paléo News, l'émission qui fait des news avec du vieux. Alors cette émission, c'est pas tellement pour vous annoncer des news, parce que je pense pas que vous ayez pu passer à côté de ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Par contre, ça va être d'amener un petit peu de nuance dans ce qui a pu être dit, et y compris ce qu'on a pu dire sur cette chaîne. D'apporter un petit peu de nuance sur des actualités, et notamment sur ces actualités brûlantes et toutes fraîches à propos des œufs de dinosaures à coquille molle, et aussi à propos de Spinosaurus. Voilà, donc il y a des choses qui ont été dites sur les médias, sur internet, et comme je l'ai dit, sur cette chaîne, et on va essayer un petit peu de nuancer tout ça, parce que évidemment, la science, c'est aussi une discipline qui demande de la nuance, et qui demande aussi d'attendre un petit peu, de prendre du recul sur les effets d'annonce, pour voir aussi quel genre de contestation, on va dire, ou quel genre de débats peuvent émerger de certains effets d'annonce. Donc, l'annonce la plus récente, la plus fraîche, et certainement la plus percutante qui a été faite récemment, c'est l'annonce que les dinosaures avaient une coquille molle. Donc, en fait, c'est l'annonce surtout que la raison pour laquelle on trouve si peu d'œufs de dinosaures, c'est principalement parce que les dinosaures, en tout cas la plupart des dinosaures, aurait eu une coquille molle. Alors c'est une annonce qui a été faite dans le journal Nature, par une équipe qui comprend Yasmina Weyman, et si vous suivez Paléo News, vous avez vu que Yasmina Weyman, c'est aussi elle qui a réussi à retrouver, à reconstituer des protéines qui sont vieilles de plusieurs centaines de millions d'années. C'est-à-dire qu'elle n'a pas seulement découvert des protéines comme l'a fait Schweitzer dans des os de dinosaures de 65 millions d'années, enfin de 70 millions d'années, elle a réussi à retrouver des protéines presque détruites, et elle a réussi avec un processus auquel je ne comprends pas grand-chose, à reconstituer ces protéines. Avec une précision qui semble avoisiner les 60%. En tout cas, à l'époque où elle a fait sa présentation à la Société de paléontologie des vertébrés, c'est-à-dire l'année dernière déjà, elle avait l'air d'avoir atteint une précision de 60%, ce qui est remarquable étant donné que ce n'est pas des protéines dans l'état où elles sont découvertes, c'est des protéines reconstituées. Et pour ça, elle utilise la spectroscopie Raman, R-A-M-A-N. Et cette spectroscopie Raman, cette fois, lui a permis d'étudier des œufs de dinosaures, et notamment la coquille molle de certains œufs de dinosaures, ici Protoceratops, donc le cératopsien, et Musaurus, qui est un prosauropode, un sauropodomorphe basal. Voilà, c'est cette équipe-là qui a fait ce travail, donc a priori quelque chose qui utilise une technique nouvelle, mais qui se tient quand même. Et ce qu'ils ont découvert, du coup, c'est que déjà, les Musaurus a une coquille qui est effectivement molle, ça on le savait, c'est pas non plus une surprise. Mais cette coquille, donc, a des particularités chimiques qui la rapprochent d'une coquille à membrane. Ouais, globalement, on va peut-être aller voir une des figures, ça va être plus simple d'en parler si on regarde les figures de l'article directement. Donc en gros, il y a deux types de protéines qu'ils ont découvertes, enfin oui, qu'ils ont découvertes en utilisant leur spectroscopie. Il y a les dinosaures qui ont des protéines que l'on trouve dans les œufs minéralisés, qui sont ici en rose pourpre, tout dépend si vous êtes daltonien ou pas. Et vous avez ici les protéines qui sont découvertes dans les œufs non minéralisés, qui sont en bleu. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que Protoceratops, ici, et Musaurus, ici, ils sont plutôt du côté des bestioles qui ont des protéines qui correspondent à des œufs non biominéralisés, alors que certains autres dinosaures, donc les titanosaures, les titanosaures, c'est les gros œufs qu'on trouve dans le sud de la France, par exemple, les troodontidae, et puis évidemment les oiseaux, ils ont des œufs qui sont plutôt minéralisés, fortement minéralisés. Et Maiasaura d'ailleurs, les œufs de Maiasaura tombent aussi du côté des minéralisés. Donc c'est vu comme ça n'a pas l'air d'être grand chose. Voilà, pour dire les choses simplement, vu comme ça fait pas rêver. Je veux dire, voilà, il y a des dinosaures qui tombent côté minéralisé et des dinosaures qui tombent côté pas minéralisé. Mais quand on replace ça sur une phylogénie,
et bien ça vous donne un résultat intéressant, puisque ça vous donne que, en fait, vous avez donc effectivement des œufs à coquille minéralisée du côté ornithischien, du côté saurisquien, mais vous avez aussi des œufs non minéralisés de chaque côté, et, et une reconstitution de caractère ancestral, donc qui se fait, dans les phylogénies. Quand on utilise les caractères pour reconstituer une phylogénie, on ne peut pas faire une reconstitution de caractère ancestral. Par contre, quand on connaît déjà la phylogénie et qu'on veut voir l'évolution des caractères à travers cette phylogénie, là on peut reconstituer les caractères ancestraux. On peut dire, bah voilà, ici, c'est plus probable que la coquille soit plutôt non minéralisée, puisque là, vous voyez, les espèces qui ont une coquille non minéralisée sont plus basales et plus anciennes. Hein. Musorus et Massospondylus, qui ont des coquilles non minéralisées, sont des dinosaures plutôt, des sauropodomorphes plutôt basaux, c'est des prosauropodes, et ils sont plutôt anciens, ils datent du Trias, donc ils sont beaucoup plus... Il est beaucoup plus probable que l'état ancestral ressemble à ces sauropodomorphes du côté des saurisquiens qu'à des titanosaures qui datent du Crétacé, et qui sont donc beaucoup plus dérivés. Et pareil pour les théropodes ici. C'est tout des théropodes relativement dérivés, tout ça. Et là, on a des ornithopodes du Crétacé versus des cératopsiens, enfin c'est du Crétacé supérieur versus des cératopsiens du Crétacé plutôt inférieur. Bien qu'ils soient plus dérivés dans l'arbre, mais bon, le caractère ancestral pour tous les dinosaures, apparemment, il est reconstruit comme mou, ici en bleu, membrane. Plutôt membraneux et pas beaucoup de calcite. Donc plutôt œuf mou. Et tout ça est évidemment très dépendant aussi de qui on place en groupe externe, parce que si le groupe frère des dinosaures, là, il a les œufs durs, enfin les œufs à coquille dure, bah ici on risque de retrouver quand même des œufs à coquille dure qui ont été ensuite retransformés en œufs à coquille mou. Mais le groupe frère des dinosaures pour qui on a des œufs fossilisés, c'est les ptérosaures. Les ptérosaures qui sont plus proches des dinosaures que ne le sont les crocodiles. Les crocodiles ont des œufs durs, les ptérosaures ont des œufs mous. Quoique non, en fait, je dis peut-être des bêtises. Allons voir. On a les données devant les yeux, alors on peut aller vérifier, c'est ça qui est bien. Non, les crocodiles, ils ont plutôt des coquilles molles. Ils sont plutôt coquilles molles. Donc, non, tout à fait, autant pour moi. Les crocodiles, ils ont plutôt des coquilles molles, donc on a les deux groupes frères des dinosaures qui ont des œufs à coquilles molles, donc l'état ancestral reconstitué des dinosaures, c'est la coquille molle. Et c'est comme ça qu'on arrive à ce résultat. C'est parce qu'on a des œufs de ptérosaures qui viennent de Chine et qui sont à coquille molle. On le sait qu'ils sont à coquille molle parce que le fossile montre une coquille toute ramollie, tout simplement. Et puis on connaît l'état chez les crocodiles modernes. Alors ce qu'il y a d'intéressant, du coup, c'est... Ce qu'il y a d'intéressant, du coup, c'est que ça explique pourquoi on ne trouve pas d'œufs de dinosaures dans le Trias et le Jurassique. Les premiers œufs de dinosaures qu'on trouve, en tout cas très abondants, c'est plutôt dans le Crétacé. Ou à la toute fin du Jurassique éventuellement, mais pas avant ça. Donc ça expliquerait du coup pourquoi on n'en trouve pas avant, et que les seuls œufs qu'on trouve, ce sont ceux de Massospondylus et de Musorus. J'ai dit le Trias tout à l'heure, c'est le début du Jurassique, autant pour moi. Donc les seuls œufs qu'on retrouve de dinosaures au début du Jurassique, c'est ceux de Massospondylus et Musorus, et c'est parce qu'on trouve des embryons dedans qu'on sait que c'est des œufs. Parce qu'autrement, on n'en saurait rien, ce seraient des nodules, enfin des concrétions, et on ne saurait pas trop quoi en faire, quoi. Donc là, c'est bien parce qu'on trouve des œufs, des embryons dedans qu'on sait que c'est des œufs. Donc voilà, ça résout un petit mystère. Mais, encore une fois, le but de cette vidéo, c'est d'apporter un peu de nuance. Et la nuance apportée à ça, c'est une nuance qui m'a été soulignée par mon collègue Lucas Legendre dans cette interview que j'ai fait de lui il y a quelques jours à propos du prochain article qu'on va traiter. Donc voilà, je vous mets le lien dans la description, je vous mets la petite image dans le coin. Ce qu'il nous a dit, c'est que c'est très dépendant des espèces qu'on y inclut à cette phylogénie. Parce que si vous regardez le nombre d'espèces qu'on a en bout de branche là, pour reconstituer l'état ancestral, il n'y en a pas des masses. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Donc c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Et donc, par exemple, comme je le disais, découvrir ici, par exemple, que les silésauridés avaient en fait des œufs durs, ça vous change complètement l'état ancestral des dinosaures. Du moins, ça rajoute une ambiguïté assez monumentale.
Si on découvre soudainement que les hétérodontosauridae avaient aussi des œufs durs, bah, ça veut dire que les ornithischiens, l'ancêtre commun, avait aussi des œufs à coquille dure. Donc c'est très très dépendant de ce qui se passe à l'intérieur en fait de ce groupe, de ce qu'on appelle l'in-group ici, le groupe interne. Et aussi, ce qu'ils n'ont pas fait, c'est qu'ils n'ont pas utilisé l'arbre des Ornithocélidas. Parce que si on met les sauropodes à la base et les ornithischiens et les saurischiens en haut, c'est pareil, les ornithischiens et les théropodes en haut, ensemble, et bah ça risque de changer aussi pas mal de choses. Alors, en l'occurrence, ça rapproche Massospondylus et Musaurus de la base des dinosaures, donc au final, ça finira quand même en œuf mou. Mais par contre, on découvrirait peut-être que l'ancêtre des Ornithocélidas, vu qu'il y a surtout des espèces à coquille dure à l'intérieur, hein, vu que tous les théropodes ont une coquille dure et il y a les ornithopodes qui ont la coquille dure, bah peut-être que l'ancêtre des Ornithocélidas, là par contre, il aurait une coquille molle. Donc on n'aurait pas besoin peut-être d'avoir 3 transformations vers des œufs à coquille dure, parce que c'est aussi ça l'autre chose qui est importante dans cet article, ça veut dire que si on part d'une coquille molle, il faut 1, 2 et 3 transformations, une chez les théropodes, une chez les macronariens, c'est-à-dire les sauropodes, et une chez les ornithopodes, pour obtenir le registre fossile qu'on connaît aujourd'hui. Et si on change ça, si on considère les Ornithocélidas, bah peut-être qu'on n'aurait besoin que de 2 transformations, une chez les sauropodes et une chez les Ornithocélidas. Mais bon. Voilà, donc c'est juste pour vous dire qu'il faut mettre un petit peu de nuance là-dedans. Il faut voir que cette technique de reconstitution de caractère ancestral est très dépendante de la phylogénie. Et que donc, il n'est pas impossible qu'au gré des futures découvertes, et notamment de ce qui se passera chez ces ornithischiens basaux, et pourquoi pas chez les théropodes basaux, on va pouvoir confirmer ou infirmer l'hypothèse que l'ancêtre des dinosaures avait des œufs mous. Et justement, en parlant d'œufs mous, c'est l'heure de parler d'un œuf géant du Crétacé d'Antarctique, un œuf géant à coquille mou, qui a été découvert donc dans la toute fin du Crétacé, et qui, vous voyez, il ressemble à ça. C'est une grosse crotte de nez, c'est une immense crotte de nez de la taille d'un ballon de rugby. Et cette crotte de nez, eh bien, quand on regarde sa structure microscopique, on voit qu'en fait, il y a une coquille dessus. Elle est très très fine, une coquille très 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 fine. Mais du coup, ça fait de ce truc un œuf. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est bel et bien un œuf. Et les grosses critiques qu'il y a eu par rapport à ça, c'est par rapport à son identification, puisque évidemment, s'il n'y a pas d'embryon à l'intérieur et s'il n'y a pas une maman fossilisée autour, globalement, c'est pas très facile d'identifier le propriétaire de cet œuf. Et donc les auteurs se sont arrêtés sur un mosasaure, ou possiblement un plésiosaure. Avec une préférence très nette pour le mosasaure, puisque toute leur communication, dans toutes les communications qu'ils ont faites, les images qu'ils ont communiquées, c'est des images de mosasaures. Donc il y a une très nette préférence pour l'hypothèse mosasaurienne. Préférence qui est motivée essentiellement parce qu'on a découvert en Australie un plésiosaure qui possède un embryon dans son ventre, embryon qui est tout seul relativement développé, et donc il y a très très peu de chances qu'un embryon qu'un gros embryon se retrouve dans un œuf à l'intérieur du ventre de la mère. C'est plus probable que cet embryon ait été accouché de façon vivipare, pas ovipare. Donc ça c'est pour les plésiosaures. On a ça pour les plésiosaures. On a un spécimen, c'est pas non plus la panacée, mais bon, c'est un spécimen qui nous donne un point d'ancrage solide, qui nous dit bon bah si les plésiosaures pondaient des œufs, ils pondaient quand même de vachement gros œufs, avec des embryons bien développés dedans. Donc c'est plus probable quand même que c'était comme chez les dauphins, voilà, on donnait naissance à un petit qui va nager très très vite, qui sort la tête la première et qui va nager vers la surface pour respirer. C'est pareil pour les ichthyosaures. Les ichthyosaures, on a pareil ces mamans fossilisées en train d'accoucher un embryon, un fœtus.
Et donc ce bébé là, quand il naît, c'est pareil, il sort la tête la première, il va nager vers la surface, du moins c'est ce qu'on pense. Bon, encore une fois, la dernière fois, j'ai mis de la nuance sur ces interprétations en disant que s'ils sont morts s'ils sont morts comme ça, c'est probablement qu'ils étaient très mauvais. C'est aussi peut-être parce qu'ils étaient très mauvais quand ils le faisaient. Voilà, si vous êtes mort en train d'accoucher, c'est que vous êtes probablement pas bon à accoucher. Mais bon, on va dire que l'hypothèse la plus parcimonieuse, c'est quand même que ce qui est fossilisé est la moyenne. Voilà. Donc, si on fossilise un comportement d'accouchement, une biologie vivipare, c'est que la biologie vivipare était plus commune que la biologie pas vivipare. Donc bon, on fait des paris, hein, je veux dire, et c'est ça qu'il faut bien reconnaître, c'est que eux, là, ils font le pari que c'est plutôt du mosasaure, parce qu'ils trouvent du mosasaure sur place. Parce qu'ils ils ont aussi trouvé du plésiosaure, ceci étant dit. Et surtout, l'argument massu, on va dire, pour l'identification que c'est un mosasaure, c'est que la structure de la coquille est extrêmement similaire à certains squamates. Donc les squamates, ce sont les lézards et les reptiles, et ce sont les lézards et les serpents, pardon, parce que les lézards et les reptiles, ça ne veut rien dire. Donc les lézards et les serpents, et il se trouve que les mosasaures ne sont jamais ni plus ni moins que des varans. C'est des gros varans qui nagent, les mosasaures. Tout dans leur anatomie vient du varan. Je veux dire, comparer un crâne de mosasaure à un crâne de varan de Komodo, il y a assez peu de différence au final. Hein. Donc tout dans leur anatomie crie que c'est du varan. Et tout le monde est assez d'accord pour dire que c'est du varan. Alors après, il y a du débat pour dire s'ils sont plus proches des varans ou s'ils sont les ancêtres des serpents. La vérité, c'est que les varans sont pas non plus si éloignés des serpents, puisqu'ils ont cette fameuse langue crochue, la langue en fourchette avec deux pointes. Les varans comme les serpents, donc c'est probablement hérité d'un ancêtre en commun. Donc c'est possible que les mosasaures fassent le pont entre les deux au final. Mais bref, il y a un débat autour de ça, mais c'est complètement anecdotique dans le cas de cet article. Ça veut juste dire que voilà, la morphologie de la coquille retrouvée chez cet œuf est typiquement celle d'un squamate, et les plésiosaures ne sont pas des squamates. Tout au plus, les plésiosaures seraient placés dans les lépidosauromorphes, c'est-à-dire à l'extérieur des squamates, à l'extérieur du sphénodon, donc du tuatara. Donc on serait vraiment à la toute base, voilà, les lépidosauria. Les squamates, en gros, si je me trompe pas, ce serait là. Ce seraient ces bêtes-là, les squamates, avec la coquille très très fine. Voilà, vers les bleus. Donc la coquille très très fine, ce serait les squamates, et en gros les plésiosaures, ils se brancheraient quelque part par là, quoi. Je veux dire complètement à l'extérieur des squamates, quoi. Et quand on sort, plus on va vers l'extérieur des squamates, et plus la coquille est dure. D'ailleurs, on remarquera que les dinosaures, dans leur analyse, donc c'est-à-dire tout ce beau monde-là, plus là les oiseaux, à la base, ils sont plutôt reconstruits avec une coquille moyen mou. Donc ils trouvent un résultat, justement, comme je le disais, légèrement différent, parce qu'ils ont un échantillonnage aussi qui est un peu différent. C'est-à-dire qu'eux, ils ont considéré les ptérosaures comme groupe externe, ils ont aussi considéré tout un tas d'autres groupes externes que les ptérosaures, les crocodiles, ils ont aussi inclus les tortues, ils ont aussi inclus les lépidosaures. Donc ça influe évidemment sur le résultat, sur la reconstitution de caractère ancestral. Je pense qu'ils ont aussi utilisé une autre technique basée sur une méthode bayésienne, si je ne m'abuse, mais il faudrait que j'aille vérifier dans les matériels et méthodes. Mais bref, voilà, c'est juste pour vous montrer que, là pour le coup, parmi les lépidosaures, ceux qui ont la coquille la plus fine, les œufs les plus mous, ce sont les squamates, donc ça colle mieux avec les squamates qu'avec les plésiosaures qu'on s'imagine par ici plutôt. Donc ça, c'est les arguments pour dire que c'est plutôt du mosasaure. Mais évidemment, il y a des gens pour le contester, et notamment à la lumière de cet article-ci, hein, puisque là, on dit les dinosaures ont des œufs mous, donc pourquoi ce ne serait pas des œufs de dinosaures? Chose qu'ils ont exclue, justement, en disant que les œufs de dinosaures, même en reconstituant leurs caractères ancestraux, n'auraient pas une coquille aussi fine que ça. C'est ce qu'ils disent ici. Donc eux, c'est leur argument. Eux, selon leur reconstitution à eux, les dinosaures ne devraient pas avoir une coquille aussi fine. Mais, bon, voilà, il y a quand même un article qui dit le contraire. Donc déjà, ça, faut pas l'ignorer. Mais deuxièmement, ce qu'il faut
prendre en compte, c'est le fait qu'on ne sait pas pour l'instant on sait pas si les mosasaures, en fait, ils étaient vivipares ou ovipares. C'est-à-dire que là, si ça, c'est un œuf de mosasaure, ça veut dire que les mosasaures étaient vivipares ou ovovivipares, étaient ovipares ou ovovivipares. Alors, sachant qu'ovovivipares, d'après ce que j'ai compris, on le dit plus vraiment. Mais bref, ils pondraient un œuf et cet œuf, vite fait, éclorerait juste après avoir été pondu. Donc ce serait de l'ovoviviparité, on peut pas plus ovovivipare en même temps, je veux dire, il pond un œuf et l'œuf éclot tout de suite après, donc c'est vivipare, mais juste après avoir été ovipare. Donc si on n'utilise pas ovovivipare pour ça, je sais pas pourquoi on l'utilise, mais bref, je m'égare. Voilà, donc ça serait la preuve en gros que les mosasaures pondaient encore des œufs et ne donnaient pas naissance comme les plésiosaures et les ichthyosaures à un bébé qui était déjà vivant. Et donc ça a l'air de poser problème à pas mal de monde parce que ça veut dire que comment est-ce que entre le moment où l'embryon, enfin entre le bébé sort du ventre et où il sort de son œuf, en gros l'embryon il est en roue libre et il peut pas respirer. Bon, tout ce qu'on a là, c'est la coquille. Ça veut pas dire qu'il n'y avait pas une chambre à air à l'intérieur. Hein. Peut-être qu'il y avait une chambre à air, je sais pas. Peut-être qu'il y avait une petite réserve. Peut-être que les mosasaures ont une certaine tolérance. Les mosasaures bébés ont une certaine tolérance à l'anoxie. Je ne sais pas. Mais en tout cas, si c'est du mosasaure, c'est embêtant parce que ça voudrait dire que c'était possiblement, ça aurait pu être un problème par rapport à son adaptation au milieu aquatique, tout simplement. Donc il y a des gens qui ont fait l'hypothèse que ça pourrait être un de ces fameux dinosaures à œufs mous, comme un ornithischien ou un abélisauridé, donc un ornithischien parce que les ornithischiens devraient avoir les œufs mous primitivement, ou un abélisauridé, parce que les abélisauridés devraient se trouver là, à la base des théropodes, et que peut-être ils avaient les œufs mous. C'est pas dit, hein, mais peut-être qu'ils avaient les œufs mous. Pas un sauropode, parce que les sauropodes dans cette région-là, en Antarctique, auraient plutôt tendance à être des titanosaures. On est sur le Gondwana, donc les sauropodes du Gondwana, ce sont les titanosaures. Bon, voilà. Voilà où on en est, on sait pas trop. On sait pas trop. Bon, eux, après, ils ont exclu aussi le dinosaure, parce que quand on regarde ce qu'ils trouvent dans cette formation, qui s'appelle la formation Lopez de Bertodano, il n'y a pas de dinosaure. Hein. Enfin si, il y a de l'ornithopode, mais les ornithopodes, ils sont à coquille dure, et il y a... et c'est tout. Voilà. Donc c'est tout ce qu'ils ont. Après, ils ont du requin, je crois. Mais bon, les requins, ils ont pas vraiment de... Ils sont disqualifiés. Ils ont du ptérosaure, mais les ptérosaures, ils sont trop petits pour pouvoir avoir pondu un œuf de la taille d'un ballon de rugby. Donc les seuls candidats possibles, c'est le plésiosaure et le mosasaure. Donc, si c'est du plésiosaure, c'est un problème parce qu'on a des preuves que les plésiosaures sont vivipares. Et si c'est du mosasaure, ça pose problème, mais moins que plésiosaure. Voilà, parce que pour l'instant, les mosasaures, on n'a pas vraiment de preuves qu'ils étaient vivipares. Tout ce qu'on a en preuve de viviparité chez les mosasaures, c'est cet article-là, du moins c'est le seul que je connais. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est des embryons à l'intérieur d'une maman mosasaure. Mais bon, ces embryons, ils sont pas du tout prêts à sortir. Hein. Ces embryons, ils sont organisés, voilà, c'est chacun a sa petite boule, en fait. Là, ils sont reconstitués tels quels. Chacun a sa petite boule. Il y a 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, ils sont chacun dans leur petite bubule, comme reconstitué ici. Et on peut imaginer ce qu'on veut autour. C'est-à-dire qu'on peut imaginer un œuf tel que celui-là autour, hein. Tout à fait. Hein. Là, ils imaginent un placenta parce que eux, ils veulent partir sur la viviparité, mais sachant que là, ils sont pas la tête, parce que là, la tête, elle est orientée par là. 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 Il y en a aucun qui a la tête qui est orientée vers le canal de naissance, quoi, le canal pelvien. Donc, il y en a aucun qui est sur le point de sortir. S'ils avaient encore la tête tournée vers le canal pelvien, on pourrait dire qu'ils sortaient la tête la première pour aller respirer tout de suite, mais c'est pas le cas. Donc là, il n'y en a aucun qui est sur le point de naître, et on peut tout à fait imaginer qu'ils étaient entourés d'une membrane qui n'a pas été préservée, exactement comme ce qu'ils font là. Mais que pour une raison que j'ignore, ils préfèrent privilégier la viviparité.
Bah, c'est pas une raison que j'ignore, c'est parce que on s'imagine difficilement un œuf sortir, puis, enfin, comme j'ai dit, le bébé serait en roue libre entre le moment où il est pondu et le moment où il doit aller respirer, mais bon. Et normalement, avec une membrane aussi fine, les échanges gazeux, avec une membrane aussi fine que cet œuf d'Antarcticolitus, les échanges gazeux devaient se faire à travers la membrane. Donc à partir du moment où l'œuf est pondu, il n'y a plus d'échange gazeux possible. Mais bon, peut-être il y avait une poche d'air, peut-être le bébé sortait effectivement instantanément après que l'œuf ait été pondu, on ne sait pas. Mais en tout cas, le mosasaure, c'est le moins problématique, voilà. Donc faut bien admettre que cette identification à partir d'un mosasaure, c'est la moins problématique. Après, on peut imaginer que ça vient d'un dinosaure, mais si ça vient d'un dinosaure, bah, ça s'est retrouvé dans le milieu marin d'une façon ou d'une autre. Et il n'y a pas de dinosaures qui correspondent dans la formation en question, surtout. Voilà, donc il n'y a pas les dinosaures qu'il faut là où il faut, on va dire, pour faire un bon candidat. Donc affaire à suivre, j'ai envie de dire. Pour l'instant, le mosasaure, c'est la meilleure hypothèse qu'on a. C'est pas l'hypothèse parfaite, c'est clair. Elle est ouverte à contestation, tout le monde le conçoit, mais ça reste la meilleure. Jusqu'à preuve du contraire. Et évidemment, on va terminer par le Spinosaure, Spinosaurus mon amour, qui fait toujours et encore parler de lui. Alors bon, c'est un article qui est sorti presque en même temps que le nouvel article sur le Spinosaure, sur la queue de Spinosaure. Il y a 3 articles qui sont sortis en rafale, on en a couvert 2 avec mon collègue Christophe Hendricks, donc je vous invite à aller voir la vidéo. On a couvert déjà 2 de ces articles, on en a parlé en détail. Mais maintenant, j'aimerais revenir sur ce 3e article qui est sorti un peu après la vidéo et qui est intéressant parce que il prend tous les spinosaures il prend tous les spinosauridés d'Afrique du Nord et il en fait tous Spinosaurus aegyptiacus et évidemment ça a fait râler beaucoup de monde. Moi le premier, hein, d'ailleurs, hein, j'ai fait ce mème là qui dit en gros toi t'es un spinosaure, tout le monde il est un spinosaure, voilà. Et tout le monde maintenant il est un Spinosaurus aegyptiacus. La question, donc évidemment ça a soulevé beaucoup de débats sur est-ce qu'on peut vraiment se permettre de synonymiser des trucs à ce point-là. Et qu'est-ce que ça apporte finalement de synonymiser des trucs à ce point-là. Bon, il y a des choses qui ont été mises en synonymie dans cet article avec Spinosaurus aegyptiacus, c'est plutôt raisonnable. Le Spinosaurus B, qui est une morphologie, qui est un fragment de spinosaure avec une morphologie légèrement différente du Spinosaurus original. Bon, il n'y a pas vraiment de raison de maintenir ça différent de Spinosaurus aegyptiacus. Spinosaurus maroccanus, qui n'était pas non plus hyper différent. Et il y a les 2 qui ont vraiment fait gueuler, Sigilmassasaurus et Oxaliaia. Donc Sigilmassasaurus, c'est parce que c'est une vertèbre et que cette vertèbre, elle semble très différente pour les spécialistes de Spinosaurus aegyptiacus. Et Oxalaia, qui fait gueuler les spécialistes et les non-spécialistes parce que lui, il se trouve au Brésil. Donc on est un peu loin de la patrie du Spinosaurus aegyptiacus, qui, comme son nom l'indique, se trouve plutôt en Afrique du Nord. Quoi penser de ces synonymies ? Bah, comme j'ai dit, après je suis pas spécialiste de Spinosaurus, hein, ni même des vertèbres de dinosaures. Hein. Donc Spinosaurus B, Spinosaurus maroccanus, c'est des morceaux qui sont trouvés dans l'aire de répartition de Spinosaurus aegyptiacus et qui ressemblent suffisamment à Spinosaurus aegyptiacus. Du moins, ce que j'ai lu de l'article, j'ai trouvé que ouais, il soulignait bien les ressemblances, donc il n'y a pas tellement de gros problèmes à synonymiser ça avec Spinosaurus aegyptiacus, avec une marge raisonnable de variabilité. Sigilmassasaurus, il semblerait qu'il soit très très différent. Donc après, voilà, le Spinosaurus, c'est quand même une espèce... Spinosaurus, c'est quand même un genre, pardon. Et Aegyptiacus, c'est une espèce qui est caractérisée par son voile dorsal. Sa voile dorsale. Et cette voile dorsale, on peut raisonnablement supposer qu'elle devait être différente entre les sexes, et qu'en fonction de si vous aviez une voile dorsale ou non, vous pouviez avoir des vertèbres très différentes.
Voilà, donc si on part sur le principe d'un dimorphisme sexuel, on peut quand même s'attendre à ce que les vertèbres du dos soient différentes entre mâles et femelles, et donc il n'est pas totalement exclu, voilà, qu'il y ait deux morphologies différentes de Spinosaurus aegyptiacus. C'est pas exactement leur ligne de défense dans cet article, mais disons que, voilà, comme je l'ai dit, n'étant pas spécialiste, je veux bien croire que la variabilité d'une espèce peut recouvrir à ce point des différences morphologiques comme ça. Maintenant, voilà, et seul le futur nous le dira. Je veux dire, Sigilmasasaurus, c'est que des vertèbres. Hein. C'est que des vertèbres, je vous les montre là, voilà. C'est que des vertèbres, donc qu'est-ce qu'on fait avec juste des vertèbres? En fait, le conflit entre Sigilmasasaurus et Spinosaurus aegyptiacus, c'est pas tellement un conflit entre ces deux espèces-là, c'est pas tellement un conflit de faut-il l'appeler Sigilmasasaurus ou Spinosaurus, c'est un conflit entre des gens qu'on appelle les lumpers et des gens qu'on appelle les splitters. Les lumpers, c'est les gens qui voient plein de restes de dinosaures différents, mais qui disent ouais, mais non, mais c'est tout la même espèce, c'est de la variabilité. Allez hop, c'est de la variabilité intraspécifique. Ils avaient peut-être pas le même âge, ils avaient peut-être pas le même sexe, ou peut-être que l'espèce était hyper variable. Je veux dire, aujourd'hui, vous regardez la dentition des cochons domestiques. Enfin, je veux dire, vous pouvez trouver des cochons avec des dentitions totalement différentes. Et pourtant, si vous avez suivi mes épisodes sur mes cours sur l'évolution des mammifères, vous savez que la dentition, c'est le caractère sacré des mammifères. C'est le truc qui est censé vous révéler absolument tout sur les mammifères, y compris leur taxonomie. Et là, je suis en train de vous dire qu'en gros, les cochons, c'est du n'importe quoi. Et voilà, si on se contentait de la dentition, il y aurait 3000 espèces de cochons, quoi. Domestiques. Et pareil pour l'être humain, d'ailleurs. Si on se contentait de la dentition, clairement, les aborigènes d'Australie, les bushmen d'Afrique du Sud et les Européens feraient pas partie de la même espèce, si on se contentait de la dentition. Mais c'est pas le cas, heureusement. Et puis on a accès à la génétique et tout ça. Donc voilà, si on se contentait que de la dentition, il y a des fois où on serait quand même bien paumé. Et donc là, chez les dinosaures, le truc que les gens utilisent le plus, c'est généralement les vertèbres ou le bassin et du crâne quand ils ont du crâne. Et là, les vertèbres, elles ont l'air de dire deux espèces, oui, mais on n'est pas à l'abri qu'il y ait une espèce avec une variabilité morphologique. Disons que c'est une grosse hypothèse à faire quand même, cette variabilité morphologique, mais c'est pas impossible. Et donc les lumpers, qui sont les gens qui aiment réunir les espèces, bah c'est ce que font ces auteurs-là, dont Nizar Ibrahim fait partie. Nizar Ibrahim, c'est celui qui a décrit le nouveau Spinosaure de 2014. Donc voilà, ceux-là, c'est des lumpers, ils veulent que tout ça, ce soit Spinosaurus aegyptiacus et basta. Et puis vous avez les splitters, comme Sergio Evers, qui a ravivé Sigilmasasaurus en 2015, je crois, ou en 2016, je ne sais plus. Mais bref, c'est lui qui a ressuscité un peu Sigilmasasaurus en disant « Mais non, les vertèbres sont trop différentes ». Puisque ça avait déjà été mis en synonymie, je crois, avec Spinosaurus. Mais bref, tout ça, c'est des histoires de taxonomistes. C'est juste pour dire que voilà, il y a les splitters qui aiment bien séparer, il y a les lumpers qui aiment rassembler. Et je pense que c'est plus un conflit entre ces deux-là, c'est-à-dire que les splitters, ils aiment bien, ils aiment le souci du détail, et quand ils voient un petit détail qui est différent, ils aiment bien créer une nouvelle espèce. Ça, c'est une philosophie de splitters. Et les lumpers, ils disent, mais regardez la variabilité des espèces modernes, vos petits détails, ils valent rien, rassemblez-moi tout ça et rendez ça plus simple. Voilà. Donc d'un côté, il y a une volonté de s'accrocher aux petits détails, et de l'autre côté, il y a une volonté de simplifier les choses aussi. C'est un débat qui est éternel et qui le restera. Donc voilà, Sigilmasasaurus, bref, je ne me prononce pas. Il n'y a que quand on découvrira des restes plus complets d'un truc qui aura les mêmes morphologies vertébrales que Sigilmasasaurus qu'on pourra dire. Voilà, si le reste du squelette est significativement différent de Spinosaurus ou pas. Et si c'est du dimorphisme sexuel, ça peut prendre, mais alors très 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 longtemps. Mais alors très 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 longtemps. Parce que le dimorphisme sexuel, c'est très très dur à démontrer avec le registre fossile. Donc voilà. Chez les dinosaures, à la limite, on peut regarder, si on trouve des os longs, on peut regarder les os longs, faire des coupes à l'intérieur et voir s'il y a du tissu, s'il y a ce tissu à l'intérieur des os qui sert à faire les coquilles d'œufs, qui sert de réservoir pour faire les coquilles d'œufs. Mais le problème, c'est que même les femelles n'ont pas ça tout le temps. Donc seulement quand elles pondent leurs œufs. Donc voilà. On peut tourner en rond très longtemps avec ce débat.
Voilà, mais vouloir dire qu'il y a que Spinosaurus ou il n'y a pas que Spinosaurus, quand on n'est pas spécialiste, c'est un peu chaud de la zizou. Et puis il y a Oxalia quilombensis, donc qui nous vient du Brésil. Et alors celui-là, par contre, c'est un cas particulier parce que je vais vous montrer. Ouais, j'ai oublié de parler du coup des carrés. Les carrés, donc, c'est ce qu'avait montré Christophe Hendricks. Et d'ailleurs, la dernière fois qu'on a discuté ensemble sur la chaîne, il a oublié lui aussi d'en parler. Les carrés, donc, c'est l'os qui articule le crâne à la mâchoire. Et Christophe Hendricks les a étudiés. Et il a trouvé qu'il y avait deux morphologies dans les carrés de Spinosauridés d'Afrique du Nord, ce qui soutiendrait qu'il y avait deux espèces. Donc, Spinosaurus aegyptiacus et Sigilmassasaurus. Au moins. Et alors ça a été utilisé aussi comme un argument fort, comme quoi Sigilmassasaurus est valide. Le truc, c'est que objectivement, on peut pas dire que ces carrés appartiennent à Sigilmassasaurus. Par élimination, on peut dire que ces carrés appartiennent à Sigilmassasaurus, mais on peut pas dire objectivement qu'ils lui appartiennent. Peut-être que c'est une troisième espèce. Ces carrés ne peuvent pas être identifiés comme Sigilmassasaurus. Et il y a un truc qu'il faut bien imprimé quand on a affaire à ce genre de débat, c'est aussi que le fait de dire que Spinosaurus aegyptiacus est la seule espèce valide en Afrique du Nord ne fait pas de Spinosaurus aegyptiacus la seule espèce en Afrique du Nord. C'est la seule espèce valide. Ça veut pouvoir dire qu'il y a d'autres restes parcellaires, comme les carrés, comme des vertèbres, dont la morphologie ne colle pas avec Spinosaurus aegyptiacus, mais qui pourrait représenter une espèce différente. C'est juste qu'il n'y a pas assez de matériel et qu'on devrait se limiter au matériel qui est relativement complet. Donc le matériel de Spinosaurus qui est maintenant beaucoup mieux représenté qu'il ne l'était avant. Donc c'est ça aussi la petite subtilité qu'il faut comprendre, c'est dire que Spinosaurus aegyptiacus est la seule espèce valide, ça veut pas dire qu'il y a que Spinosaurus aegyptiacus, ça veut dire que c'est la seule qui est représentée par des restes diagnostiques. Et dans cet article-là, ce qu'ils disent en gros c'est les restes diagnostiques, c'est nous qui les avons, c'est Spinosaurus aegyptiacus, c'est notre squelette à nous qu'on a déterré et qu'on a présenté en 2014, c'est le néotype. Et le reste, les vertèbres isolées de machin, les carrés isolés de bidule, c'est pas diagnostique. Donc jusqu'à preuve du contraire, c'est Spinosaurus aegyptiacus. C'est ça qu'ils disent. Mais il faut pas perdre de vue que ça veut pas dire qu'ils négligent ou qu'ils mettent de côté cette variabilité. Ça veut juste dire, bon bah, il y a de la variabilité, pour l'instant, le truc c'est que c'est trop parcellaire. Et c'est là où je veux en venir entre les lumpers et les splitters. C'est que les lumpers, eux, ils vont avoir tendance à regarder ça en se disant, ouais, c'est bien joli, mais c'est pas assez pour faire une nouvelle espèce, juste un carré et des vertèbres. Et une vertèbre isolée. Je veux dire, c'est pas assez pour ériger une nouvelle espèce. Si on se met à ériger une nouvelle espèce pour chaque petit détail qu'on voit sur une vertèbre, on n'en est pas sorti. Et les splitters, eux, ils vont dire, bah oui, mais vous négligez cette variabilité. Bah non, on ne la néglige pas, on la met de côté, diront les lumpers. Donc voilà, c'est là où je veux en venir. Il faut vraiment pas perdre de vue que c'est deux philosophies, en fait. Mais que c'est pas parce qu'on dit que Spinosaurus aegyptiacus est la seule espèce valide qu'il n'y a pas d'autres espèces. Ça, par contre, faut bien être d'accord là-dessus. Voilà. Mais maintenant... Donc Oxalia, le Spinosaurus d'Amérique du Sud, du Brésil. Donc là, ce qu'ils font dans ce paragraphe, c'est qu'ils parlent de Oxalia, ils le redécrivent, et ils en font en fait... ils prennent tous les caractères qui feraient de Oxalia un spécimen unique. Alors il s'agirait d'un morceau de maxillaire et d'un petit bout de crâne. Voilà, il n'y a pas grand chose de Oxalia, c'est très parcellaire encore une fois. Donc le maxillaire c'est l'os qui porte les dents, mais les dents elles-mêmes sont pas spécialement bien préservées. Donc il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Là typiquement un splitters a fait une nouvelle espèce et les lumpers passent derrière en disant mais vous faites pas une nouvelle espèce avec un truc comme ça quoi. C'est trop, il n'y a pas assez pour faire une nouvelle espèce, c'est tout pourri, c'est mal préservé, bref, voilà. Donc encore une fois, il y a un splitter qui a fait une nouvelle espèce, il y a un lumper qui passe derrière pour dire que c'est la même espèce qu'autre chose, et il y aura probablement un autre splitter pour repasser derrière pour redire que c'est différent, mais bref.
Et donc ils reprennent les caractères un par un en disant que ces caractères ne sont pas différents d'autres spinosaures. Donc Oxalia est pareil que Spinosaurus, est pareil que Suchomimus pour ce caractère. Oxalia est pareil que Irritator pour tel autre caractère. Et donc la conclusion, elle est ici, que je vais vous traduire dès maintenant, puisque après on passe à un autre paragraphe. Donc c'est la seule autapomorphie restante. Donc autapomorphie, c'est un caractère typique à cette espèce en particulier. Donc la seule autapomorphie restante est la texture sculptée du prémaxillaire. Si cela était la seule autapomorphie proposée, entre ce matériel et du matériel plus complet, alors ce ne serait certainement pas suffisant pour en faire une nouvelle espèce et encore moins un genre différent. Parce qu'évidemment, Oxalia, c'est pas seulement une espèce différente de Spinosaurus, c'est aussi un autre genre que Spinosaurus. C'est Oxalia. Donc là, on a plus. En gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont délité toutes les autapomorphies, tous les caractères typiques de cette espèce, jusqu'au point où il n'en reste plus qu'une, qui est la texture sculptée du prémaxillaire. Et tout seul, pour eux, étant donné qu'ils sont des lumpers, pour eux, juste une autapomorphie, ça ne suffit pas. Alors qu'un splitters, pour lui, ça suffirait. Et donc, ils disent, c'est pas suffisant pour en faire son propre genre. Sur cette base, nous disons que Oxalia chilomensis est un synonyme junior de Spinosaurus aegyptiacus, en attendant de nouvelles découvertes d'un matériel plus diagnostique. Donc en gros, ils disent dans cette phrase, Oxalia ça marche pas, il n'y a pas assez de caractères, on en fait Spinosaurus aegyptiacus. Et c'est là que je suis pas d'accord. C'est là que je suis pas du tout, mais alors pas du tout d'accord, et que personne, à mon avis, ne peut être d'accord avec leurs conclusions ici. Et je sais pas du tout comment ça s'est passé à travers le peer reviewing. Ceci étant dit, vous voyez que l'article n'est pas mis en page, ce qui veut dire que c'est un pré-proof, ce qui veut dire que les modifications peuvent arriver entre deux. Ça m'étonnerait que ça arrive, mais bon, pourquoi pas. Normalement, la seule modification entre une pré-proof et la publication, c'est la mise en page. Hein. Mais bon, qui sait, peut-être que quelqu'un va gueuler suffisamment fort, mais en tout cas, oui, là, il y a un problème. Là, il y a un problème, parce que les autapomorphies ne sont pas suffisants pour en faire une nouvelle espèce. On est d'accord. Enfin, on est d'accord. On peut débattre, mais moi, je vais pas débattre parce que je suis pas spécialiste. Donc, on va partir du principe qu'on est d'accord. Il n'y a pas suffisamment d'autapomorphie pour dire que c'est une espèce à part entière. Très bien. La conclusion de ça, ça devrait être Oxalia, ça n'existe pas, et on en fait un nomen dubium, donc un nom douteux. Oxalia, c'était un nom douteux basé sur du matériel douteux. C'est ce qu'on devrait faire normalement, c'est ce que dit le code de nomenclature. Non, eux, ils disent Oxalia, il n'y a pas d'autapomorphie, donc c'est Spinosaurus. Pardon. Pardon, vous pouvez répéter ça, s'il vous plaît. Donc il n'y a pas de caractère, donc c'est Spinosaurus. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Pour pouvoir dire que c'est Spinosaurus, il faudrait pouvoir dire Oxalia n'a aucun caractère particulier à lui. Par contre, il a tel et tel caractère qui sont présents chez Spinosaurus et uniquement chez Spinosaurus. Et ça, dans toute la liste de trucs qu'ils ont présentés au-dessus, il n'y a pas. Je veux dire, il y a des caractères, comme il dit, qui sont présents chez Angaturama, Irritator, il y a des caractères qui sont présents chez Suchomimus, enfin bref, c'est un joyeux bordel. Il n'y a pas de caractère qui soit unique à Spinosaurus. Hein. Là, ils disent, il n'y a pas de différence entre Oxalia et Spinosaurus. Mais enfin, c'est pas parce qu'il n'y a pas de différence qu'ils sont pareils. Hein. C'est parce qu'il n'y a pas de différence visible sur le matériel qu'on a. Hein, qui sont un bout de maxillaire, un bout de crâne pourri. Donc, faut pas non plus pousser mémé dans les orties sur ce coup-là. Là, il y a clairement abus. Et il y a d'autant plus abus qu'on est sur deux continents différents, quand même. Hein. Il y a d'autant plus abus que Oxalia, c'est au Brésil. Donc bon, je sais que maintenant, à force de publier dans Nature que Spinosaurus est aquatique, on va finir par convaincre les gens qu'il l'était vraiment. Mais même ça, c'est encore débattu. On va y revenir un petit peu après. Voilà. Je sais qu'à force de marteler dans l'esprit des gens que Spinosaurus est semi-aquatique, on finit par faire passer l'idée qu'il pouvait avoir traversé l'Atlantique au Crétacé comme une idée raisonnable. Mais là, c'est pas une preuve, ça. C'est pas une preuve. Donc là, ça sent un petit peu, comme il s'agit, comme je le disais, de la même équipe que les gens qui ont publié Spinosaurus est aquatique. On sent un petit peu une volonté de vouloir enfoncer le clou de la biologie aquatique de Spinosaurus un petit peu artificiellement, tu vois,
en disant, bah vous voyez, il y a du Spinosaurus au Brésil, ça voulait dire qu'il savait nager. Ouais, non, là, c'est un peu circulaire comme raisonnement, là. C'est pas beau, c'est sale. C'est sale ce qui est en train de se produire. Et donc, non, enfin, raisonnablement, on peut pas dire que Oxalia c'est Spinosaurus. Au mieux, Oxalia est un nomen dubium, ce qui est dommage pour les Brésiliens qui viennent de perdre une espèce de Spinosauridé, mais en tout cas, ça fait pas de ça ne fait pas d'Oxalia un Spinosaurus aegyptiacus. D'autant que c'est pas une petite hypothèse. Je veux dire, c'est pas comme quand on dit Sigilmassasaurus c'est un Spinosaurus aegyptiacus. Quand on dit Sigilmassasaurus c'est un Spinosaurus aegyptiacus, on reste dans l'ère de répartition de Spinosaurus, on fait pas de grosses hypothèses paléogéographiques. Là, il faut quand même admettre que Spinosaurus a traversé un continent, avec tout enfin a traversé un océan et pour arriver sur un autre continent, avec tout ce que ça implique. Donc c'est pas une petite hypothèse là, hein. C'est une hypothèse massive là. On aimerait bien qu'il y ait un peu plus que bon bah c'est pas une vraie espèce alors c'est Spinosaurus. Non. Non. Non, déjà, si Oxalia avait été trouvé en Afrique du Nord, ça suffirait pas à dire que c'est Spinosaurus. Mais alors en plus, sachant qu'il est trouvé au Brésil, c'est chaud. Non, c'est chaud. Hein. Alors oui, hein, ça pourrait, mais il n'y a pas de bonne raison de le croire. Voilà, c'est ça le truc. Hein. Non, mais je vous vois, j'imagine déjà en train de débattre dans les commentaires de bah oui, mais ça pourrait quand même être Spinosaurus vu qu'il savait nager. Oui, mais non. Oui, mais non. Ça pourrait, mais c'est pas une bonne raison de le croire. Ce sera une bonne raison de le croire quand vous trouverez des restes diagnostiques de Spinosaurus avec des caractères qu'on ne retrouve que chez Spinosaurus aegyptiacus et chez personne d'autre. Là, oui, mais c'est pas le cas d'Oxalia. En tout cas, pas d'après cet article, puisqu'encore une fois, je ne me base que sur l'article. Je ne connais pas les Spinosauridés plus que ça autrement, quoi. Mais d'après ce qui est dit dans cet article, ça ne suffit pas à faire d'Oxalia autre chose qu'un nomen dubium, quoi. Et donc, chose promis, chose due, on va parler justement de cette reconstitution de 2014, parce qu'il y a effectivement beaucoup de contestations. Donc, il va falloir déjà faire un point, parce qu'il y a beaucoup de monde qui gueule sur cette reconstruction de Spinosaurus en disant que les jambes sont trop courtes, que les bras sont trop gros, qu'on n'a pas assez de matériel des bras pour dire que les bras étaient proportionnés comme ça par rapport aux jambes, etc. Les critiques sont valides. Les critiques sont valides, mais encore une fois, on va nuancer. Il va falloir nuancer. Donc déjà, on va mettre au point la différence entre le néotype et la reconstitution de 2014. Parce que ça, c'est un truc que les gens ont tendance à mixer ensemble, et ça pourrit un peu les débats sur la validité justement de la reconstitution de 2014 et du caractère semi-aquatique de Spinosaurus. C'est quoi le néotype et c'est quoi la différence avec la reconstitution de 2014 ? Donc le néotype, tel que présenté en 2014, c'était ça. Une jambe, des vertèbres et des bouts de vertèbres de queue. Des bouts de vertèbres dorsales, des bouts de vertèbres de queue. Voilà. Et un bassin. Donc ça, c'est le néotype. Et il y a des morceaux, il y a des petits fragments associés de crâne, de phalanges, d'autres bouts de vertèbres, etc. Mais sinon, voilà, le néotype, c'est surtout la guibole, quoi. Et c'est ce qui est représenté en rouge ici. Donc vous voyez d'ailleurs les vertèbres, j'ai pas l'impression qu'elles soient situées au bon endroit ici. Mais bref. En tout cas, elles sont pas situées au même endroit sur la reconstitution de 2020 que sur cette photo qui a été faite en 2014. J'imagine qu'ils ont un peu condensé le bousin. Ils ont dû un peu condenser le bousin pour la photo. Hein. C'est pas non plus... Enfin, je veux dire, ça va, c'est legit, quoi. Mais bref, ça représente quand même les proportions du bestiau, quoi. C'est ce qu'on a du néotype, c'est ça. Donc il y a des bonnes vertèbres, on va dire, et il y a une patte arrière. Et ce que nous avait dit donc Christophe Hendricks à propos de ça, c'est que effectivement la patte arrière est relativement petite par rapport à la taille des vertèbres. Ça, il n'y a pas, apparemment, d'après lui, il n'y a pas trop à tortiller du cul. Les vertèbres sont quand même balèzes par rapport au guibole. Et après, il y a une phalange, c'est pas exactement la panacée pour... enfin, une phalange des mains, c'est pas exactement la panacée pour discuter de la proportion des bras. Donc ça, c'est le néotype. Et le néotype, en 2020, c'est vu additionner la queue, qui a été retrouvée au même endroit. La queue était complètement articulée, elle était quasiment en continuité avec l'endroit où avait été trouvé le bassin. Il n'y a pas grande raison de douter que la queue ne va pas avec ce néotype. Donc ça semblerait être la queue du néotype.
Et encore une fois, vous regardez la queue, elle est super longue comparée à la petitesse des membres, enfin des jambes. Donc les jambes, le fait que les jambes soient petites, ça a l'air legit. Ça a l'air quand même de fonctionner, quoi. Bon. Mais par contre, c'est la proportion avec les bras qui fait débat. Et la proportion avec les bras, elle vient pas du néotype, elle vient de ça. Elle vient de la reconstitution de 2014. Donc j'ai repris directement la slide de quand on en avait parlé avec Christophe il y a, en 2014, à l'époque où le papier était sorti. Donc pareil, si vous voulez aller voir la vidéo, c'est par là. Elle est un peu vieille, le son est un peu moisi, mais bon, au moins on en parle. Et donc là, par contre, on a effectivement en rouge le néotype, et après on a en plein de couleurs différentes d'autres fragments qui ont été rajoutés à ça. Je crois que les seuls fragments... Je crois que c'est en vert les fragments qui manquent réellement. À moins que ce soit en bleu, je ne sais pas. Ça doit être en bleu, les fragments qui manquent réellement. En tout cas, en jaune, c'est des morceaux qu'on a. En orange, je sais que c'est des morceaux qu'on a. Ce serait bizarre de mettre en vert des morceaux qu'on n'a pas. Donc je pense que c'est ceux qui sont en bleu qu'on n'a pas, puisqu'il s'agit essentiellement de la queue, et que la queue, du coup, on l'a retrouvée plus tard. Donc je pense que c'est en bleu. C'est soit les morceaux en bleu, soit les morceaux en vert qui manquent. Mais bref. Donc ça, c'est un composite. La grosse idée, de toute façon, que quels que soient les morceaux manquants, la grosse idée, c'est que ça, c'est un composite. C'est-à-dire que chaque couleur correspond à quelque chose qui vient d'ailleurs que l'holotype. Soit qui a été reconstitué avec de la spéculation rationnelle, soit qui a été reconstitué avec des morceaux d'un autre animal. Qui vient d'un autre Spinosaurus aegyptiacus, du moins. D'un autre morceau attribué à Spinosaurus aegyptiacus. Donc il y a les morceaux qui viennent du premier spécimen, en orange, c'est le premier spécimen qui a été trouvé par Stromer, enfin décrit par Stromer dans les années 30, qui a été démoli, mais bon, il est reconstituable à partir des photos. Et puis vous avez d'autres morceaux, vous avez le museau qui avait été décrit par Dalsasso, par exemple, enfin bref, c'est des morceaux qui viennent d'ailleurs. Et donc, ce qui a fait gueuler à l'époque, c'est qu'effectivement, quand on regarde les proportions de la jambe par rapport au bras, le premier truc qu'on se dit, c'est ouais, ça c'est des jambes de juvénile et ça c'est des bras d'adultes, en gros. Et vous avez collé ça ensemble en disant que c'était la même bestiole et basta, maintenant vous dites qu'il est semi-aquatique. Bon, maintenant qu'on a la queue et qu'on sait que la queue était super longue et maintenant, je veux dire que les vertèbres sont super grosses et tout, bon, il est possible que en fait ces proportions soient plus ou moins réalistes. Après, il y a eu des discussions parmi les paléo-artistes qui disaient que sur cette image-là en particulier, les jambes étaient vraiment trop petites comparées à ce qu'elles le sont réellement. C'est-à-dire que la reconstitution, d'un point de vue simplement pictural, était pas tout à fait... était pas précise. Sur cette image-là, quoi, voilà. Mais sinon, les jambes sont quand même relativement petites par rapport au reste de l'animal. Donc, c'est toujours débattable, voilà, le caractère aquatique. Il y a aussi le côté où, voilà, juste foutre un morceau de PVC dans la flotte et le faire se secouer, c'est... Comme je le disais dans l'interview de Christophe, on voit bien la science façon National Geographic, on voit moins la science tout court. C'est-à-dire c'est une science à spectacle, mais bon, c'est joli, mais voilà, qu'est-ce que ça démontre, on sait pas trop, quoi. Bon, bref. Je trouve ce qui soutient le mieux le fait que Spinosaurus est aquatique, c'est que sur ces vertèbres caudales qu'ils ont trouvées en 2020, elles sont toutes articulées, et normalement, elles devraient être bien compactes et bien serrées les unes sur les autres, comme c'est le cas chez la plupart des autres théropodes. Là, c'est pas le cas. L'articulation entre les vertèbres est super légère. Donc, ça dénote d'une certaine mobilité, quoi. Donc, ça, à mon avis, c'est l'argument le plus convaincant du fait que cette queue était utilisée pour nager. L'argument le plus convaincant que Spinosaurus il est semi-aquatique, ça vient des analyses isotopiques et ça vient des coupes qui ont été faites dans les os de Spinosaurus qui montrent que ces os étaient très denses. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve chez les espèces modernes semi-aquatiques, chez qui les os sont utilisés comme des ballasts pour tenir l'animal dans l'eau, malgré le fait que sa flottabilité, normalement, devrait le maintenir à la surface. Les animaux, en moyenne, contiennent un peu trop de gras et d'air dans leurs poumons pour ne pas flotter. Donc
globalement, globalement, ça voudrait dire que Spinosaurus avait des os plus denses pour pouvoir tenir dans le fond, et ça, c'est une adaptation à un mode de vie semi-aquatique. Donc voilà, les arguments pour un mode de vie semi-aquatique, ils sont là. La proportion des bras par rapport aux jambes, j'ai envie de dire, bah, c'est plus une question de paléo-artiste qu'autre chose, hein, après. Il y a aussi la question de est-ce qu'il marchait sur ses phalanges de devant ou pas, comme c'est le cas sur certaines représentations. Mais encore une fois, c'est une question de paléo-artiste, ça, c'est pas tellement une question de science, puisqu'on n'a pas, de toute façon, comme vous voyez là, on n'a pas de beaux bras de Spinosaurus. On a des morceaux. On a des morceaux par-ci par-là, et la mécanique des bras, pour pouvoir l'étudier, il faut avoir des bras en entier. Donc là, bon, on a quand même des choses pas trop mal, hein, je veux dire, on a quand même un numérus, un radius. Donc bon, euh, est-ce qu'on peut faire vraiment de la biomécanique avec ça? Normalement, on devrait voir des adaptations sur les phalanges, s'il marchait vraiment sur les phalanges, ce qui n'a pas vraiment l'air d'être le cas. A priori, les gens qui ont regardé ça n'ont pas l'air de voir des adaptations sur les phalanges qui montraient qu'il marchait sur ses pattes de devant. Ah oui, et puis un autre... Bah, oui, il y a un autre truc qui est très discuté, c'est est-ce qu'il avait une palmure aussi au pied. Il semblerait qu'il n'y a pas de griffes au pied et que les doigts soient très écartés, donc ça voudrait dire que en gros il y avait des palmes et que ses pieds n'avaient pas de grosses griffes, du coup ça veut dire que ses pieds n'étaient pas tellement utilisés pour chasser. Ce qui va de pair avec le fait que les jambes étaient plutôt faiblardes, hein. Donc ça c'est... Bon, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse, c'est du tissu mou, donc ça veut dire qu'on n'aura probablement jamais la preuve. Voilà, fin du débat. À part trouver un Spinosaurus magnifiquement préservé avec les tissus mous qui montrent qu'il y avait une palmure, je veux dire, ou des empreintes de Spinosaurus. Et encore, on aurait des empreintes palmées, de taille compatible avec Spinosaurus. Éventuellement, oui, ce qui pourrait démontrer qu'il marchait ou non sur ses phalanges, ce serait des empreintes de main. Voilà. Faudrait trouver des empreintes qu'on pourrait attribuer à Spinosaurus, donc peut-être justement de taille comparable à Spinosaurus, avec une palmure, et que ces empreintes soient quadrupèdes. Voilà. Mais bon, ça... C'est-à-dire que là, pour l'instant, le registre fossile des empreintes du Crétacé, de là où on a trouvé les spinosaures, je crois pas qu'on en ait tant que ça. Je connais pas beaucoup d'empreintes de dinosaures d'Afrique du Nord. Si vous en connaissez des sites à empreintes d'Afrique du Nord et qui datent de la bonne période, vous pouvez les mettre en commentaire, ça pourra enrichir le débat. Mais à ma connaissance, je crois pas qu'il y en ait des masses. Je crois pas qu'il y en ait des masses. Peut-être au Brésil. Voilà, peut-être au Brésil. Mais sinon, bref. Donc voilà, il y a du débat, mais il faut voir aussi à pas salir le débat avec des choses qui ont rien à y faire. En gros, c'est ça que je veux dire. Il y a effectivement de quoi débattre sur cette reconstitution, mais voilà, déjà commencer par nettoyer le fait que la reconstitution de 2014, ce n'est pas l'holotype. Enfin, ce n'est pas le néotype. Et le néotype n'est pas la reconstitution de 2014. Les deux sont deux choses totalement séparées. On ne peut pas cracher sur Ibrahim et al. 2020 juste en crachant sur la sur la reconstitution de 2014 qui est celle-là. Ce qui est fait dans Ibrahim et al. 2020 n'est basé que sur le néotype et donc c'est au moins au niveau du fossile c'est plutôt propre. Voilà, après si vous voulez discuter des proportions de Spinosaurus, effectivement il y a de quoi discuter. Ça, je suis d'accord, il y a du débat. J'étais le premier à dire que les jambes étaient beaucoup trop courtes et que les bras étaient beaucoup trop gros. Mais bon, bah après, c'est une hypothèse, quoi, hein. C'est une hypothèse, c'est testable. Mais il faut savoir que le côté, enfin, l'adaptation au mode de vie semi-aquatique de Spinosaurus ne tient pas qu'à ça. Voilà, donc dire maintenant que Spinosaurus n'était pas semi-aquatique, faut arriver à dire que voilà, faut arriver du coup à expliquer pourquoi sa queue est si bizarrement, pourquoi les vertèbres de sa queue sont si bizarrement articulées. Faudrait arriver à expliquer pourquoi ses os sont hyper denses. Faudrait arriver à expliquer pourquoi sa chimie isotopique reflète un mode de vie aquatique. Euh, faudrait expliquer autrement pas mal de choses, quoi. Donc bon, c'est là qu'on en est. C'est là qu'on se tient. Et effectivement, après, la posture bipède ou quadrupède, de toute façon, c'est des choses qui ne peuvent être démontrées que par des empreintes, hein. Dans l'absolu, il
Il n'y a pas grand-chose. Ou par un squelette complet qui aurait cette fois la bonne proportion de bras et de jambes. Mais ça c'est déjà assez exceptionnel qu'ils aient retrouvé des morceaux d'un dinosaure articulé dans les Kem-Kem. Sachant que 98% de ce que tu retrouves dans les Kem-Kem, c'est en miettes. Et que même si quelqu'un trouve un truc articulé, il est possible que ce quelqu'un soit un revendeur de fossiles qui du coup le désarticule pour en vendre plus. Donc voilà, c'est pas gagné-gagné. C'est bien qu'il y ait quelqu'un maintenant qui regarde. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc voilà, c'était Paléo News. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer d'anciens. Et je vous dis à très bientôt.